Bonjour à tous et bienvenue sur le 9e petit séminaire, on va dire, sur la valorisation du patrimoine professionnel, la situation patrimoniale du dirigeant, et celui consacré actuellement sur la valorisation du patrimoine professionnel du dirigeant. Aujourd'hui, nous allons voir donc la scène 3, c'est-à-dire détenir l'immobilier professionnel, l'immobilier d'entreprise et les différents modes de détention de l'immobilier pour le dirigeant. Alors, je remets à l'écran le but et l'objectif de le conseil en gestion de patrimoine, qui est de faire l'analyse de la situation patrimoniale globale d'un client en prenant en compte ses objectifs et ses contraintes, et utiliser l'ensemble des techniques et stratégies, solutions civiles, économiques, sociales, fiscales, visant à optimiser cette situation patrimoniale. Voilà. Le sujet donc du jour, la détention de l'immobilier d'entreprise. Il faut préciser qu'il y a pas mal de possibilités pour détenir cet immobilier d'entreprise. Chaque solution et chaque possibilité est assortie bien sûr de conséquences importantes en matière juridique, économique, fiscale, sociale, y compris certaines fois. On doit envisager cette question sur un aspect tout à fait global et en fonction des objectifs patrimoniaux de chacun et de l'environnement propre à la société et aux dirigeants. Aujourd'hui, on va principalement s'occuper des aspects économiques. On a 30 minutes, donc on ne va pas pouvoir traiter au sens large tous les détails de chaque mode de détention. Le sujet est très vaste. On va essayer de tenir le timing et de voir le plus de choses possible, mais on ne pourra pas aller dans le détail de tout. Évidemment, on pourra répondre par la suite aux questions. On pourra également faire d'autres sujets d'autres dates sur le même sujet si vous souhaitez. Voilà. Alors, les différents scénarios, du moins pour détenir l'immobilier d'entreprise. Le premier scénario possible, c'est de détenir l'immobilier via l'entreprise individuelle ou la société d'exploitation à l'IS éventuellement. La possibilité également de détenir l'immobilier hors de la structure d'exploitation, en direct par le dirigeant ou par une société, souvent civile, à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt de société. Troisième mode de détention, on peut détenir également l'immobilier via une filiale à l'IR de l'entreprise individuelle ou de la société d'exploitation, qu'elle soit à l'IR ou à l'IS. Et enfin, un scénario qui fait appel à des techniques un peu plus complexes et un peu plus fines, je dirais, notamment le démembrement de propriété entre un dirigeant qui serait nu propriétaire pour détenir l'immobilier et l'usufruit qui serait détenu de manière directe ou indirecte par l'entreprise individuelle ou la société d'exploitation. Ce dernier scénario, on n'aura pas le temps de l'étudier parce que rien que celui-là, il fait appel à tout un tas déjà, il faut savoir que le législateur a mis un coup de frein sur ces techniques d'optimisation et que la finalité dépendra beaucoup de qui détenait l'immobilier auparavant, c'est-à-dire si l'immobilier était détenu déjà par la société d'exploitation ou s'il était détenu par le chef d'entreprise ou par une personne externe. Donc, les cas sont également très variés, les conséquences sont très diverses et donc on n'aura pas la possibilité de traiter ce sujet-là qui est pourtant certes très intéressant, mais qui pourra faire l'objet d'un webinaire à lui seul parce que le sujet est assez fouillé, assez complexe. Voilà, donc pour les quatre possibilités. Donc tout ça, évidemment, il va y avoir des conséquences au niveau de cette détention, une conséquence sur la fiscalité en rythme de croisière, une fiscalité également sur l'IFI, des conséquences sur la fiscalité à la sortie, en fonction du type de sortie. Si on est sur une sortie à titre onéreux, c'est-à-dire par
comment dire, par vente, ou si on est sur une cession à titre gratuit, c'est-à-dire par donation, et auquel cas on pourrait envisager de parler du pacte du travail également. Ça aura des conséquences également sur une procédure collective, surtout si l'entreprise est détenue, si l'immobilier est détenu par l'entreprise. Par souci de temps, on traitera que la partie fiscalité en rythme de croisière, la fiscalité à la sortie et surtout la fiscalité à la sortie à titre onéreux, c'est-à-dire en cas de vente. Premier schéma dont on a parlé, l'immobilier est détenu par la société d'exploitation. Là, on l'a pris tout de suite, société à l'IS. Donc, nous avons notre immobilier pendant la période de détention. La société qui aura l'immobilier dans son entreprise va déduire de son résultat comptable les charges et les amortissements qui sont liés. Il y aura donc un gain d'IS. Au moment de la cession, on sera dans le domaine de la plus-value professionnelle, donc un coût à l'IS. Une fois que c'est vendu, il y aura perception du prix de cession par le dirigeant et il faut calculer tout ça pour voir quel est l'intérêt en matière des flux. Le gain fiscal sera obtenu par les amortissements des constructions. Le terrain par lui-même n'est pas amortissable puisqu'il ne se détériore pas. On va déduire également les frais d'acquisition. Alors, soit on les déduit en une seule fois, ou alors on les amortit sur la même durée, et on déduira ou amortira également les travaux éventuels. On va prendre un exemple qui servira de base à tous les cas. On va prendre l'hypothèse d'un bien de 500 000 € sur un terrain de 100 000 €, donc inclus, hein, d'accord, des frais d'acquisition pour 40 000 €, un financement sur 10 ans à taux de 1% maximum aujourd'hui, des loyers qui représentent 8% du prix d'acquisition, c'est-à-dire 40 000 €. La tranche marginale de la position du dirigeant sera de 30%. On a simplifié le taux d'imposition de société qui est aujourd'hui à 26,5, mais qui sera déjà l'année prochaine à 25, donc on a déjà anticipé, 25%. Et la SCI, si du moins quand on utilisera la SCI, ça sera à l'IS à taux réduit de 15%. L'amortissement, on l'a pris sur 30 ans, c'est-à-dire sur les 400 000 € du prix du bien hors terrain. Donc, premier tableau, lorsqu'on est dans de la détention par la société d'exploitation, on a en première année des frais d'acquisition. Sur toutes les années de 1 à 10, puisqu'on a dit après sur 10 ans, on va avoir des intérêts d'emprunt. On va avoir l'amortissement linéaire, 13 333 €, hein, c'est-à-dire 30 ans, enfin 400 000 € divisé par 30, ce qui va générer un résultat fiscal, évidemment de première année très important du fait des frais d'acquisition. Et donc, il y aura un impact au niveau de l'impôt de société, à supposer bien sûr que le résultat soit supérieur à ça, de 14 624 €. Les années suivantes, il y a évidemment plus les frais d'acquisition, il y a le reste, c'est-à-dire intérêt d'emprunt, amortissement, donc un impact fiscal allant de 4 500 à 3 410, qu'il faut remettre dans l'impact de trésorerie, puisque on n'a pas de loyer, évidemment, puisque l'immobilier est dans l'entreprise. Les remboursements du prêt sont de 56 767 €. Le gain fiscal, première année, 14 000 €, donc un solde de trésorerie de première année de 42 000 €, et ainsi de suite tous les ans, hein, de trésorerie de 42 à 53 000 €, c'est-à-dire une dépense de l'entreprise allant de 42 à 53 000 €, soit un total cumulé sur la durée, sur les 10 ans, de 517 422 €. Au moment de la vente de l'immeuble, à supposer évidemment qu'on fasse une sortie à 10 ans, il y aura une fiscalité qui sera assez lourde puisque c'est la plus-value des professionnels, donc plus-value long terme et plus-value court terme. La long terme pour la plus-value réelle, c'est-à-dire la différence entre le prix d'achat
et le prix de revente, et la plus-value court terme, c'est-à-dire, elle, plus-value sur les amortissements, puisque les amortissements seront imposés également à l'impôt de société, puisqu'on va prendre la valeur nette comptable, sous réserve bien sûr de l'application pour la plus-value long terme de l'article 151 septies B, c'est-à-dire l'abattement pour durée de détention sur la plus-value long terme uniquement. Là, dans l'exemple, on n'a pas pris en compte de plus-value réelle, c'est-à-dire on a pris un prix de vente qui est égal au prix d'acquisition, c'est-à-dire 500 000 euros. On aura une valeur nette comptable qui sera de 367 000 euros à peu près, puisqu'on aura amorti 10 fois 113 300 euros. L'IS sera de 33 000 euros sur la valeur nette comptable, sur la plus-value, je veux dire, excusez-moi, la plus-value professionnelle. Le prix net de cession encaissé par la société sera de 466 000. Et si on part du principe que l'idée, c'est de le mettre dans la poche du dirigeant, puisque les autres solutions seront comme ça, eh bien, il faudra passer par la case dividende et donc la case aujourd'hui flat tax, donc PFU à 12,8 plus prélèvements sociaux à 17,2, donc 30% en tout. Il restera dans la poche du dirigeant 326 667 euros. Donc, solution sur 10 ans, comme on l'a vu, une dépense de l'entreprise de 517 000 contre un cash empoché par le dirigeant de 326 000. La différence, évidemment, c'est le coût. Si on tire la même solution, mais sur 20 ans pour faire un comparatif, on aura un coût pour l'entreprise de 484 000 et un cash encaissé pour le dirigeant de 300 000. Alors, c'est moins que sur 10 ans, ça peut paraître bizarre, mais c'est normal puisqu'on a, encore une fois, on n'a pas mis de plus-value réelle, c'est-à-dire c'est une vente à 500 000 euros également. Et donc, comme on a plus d'amortissement, la valeur nette comptable étant évidemment plus faible, il y a donc plus de plus-value à court terme. Deuxième solution, la détention par le dirigeant via une société civile à l'impôt sur le revenu. Le dirigeant opérationnel est donc propriétaire de l'immeuble via la société civile. Il va consentir un bail, évidemment, à la société d'exploitation dont il est associé. Le loyer doit être fixé, en toute logique, à un niveau normal, ni trop faible ni trop élevé, dans le marché. Et il faut éviter de coller ça par rapport à un besoin, parce que, je dirais, des fois, ça peut coincer à ce niveau-là si on a du mal à justifier le prix du loyer. Comment ça va fonctionner? Pendant la durée de détention, du côté de la société d'exploitation, on va avoir une déduction des loyers, donc évidemment un gain d'IS par rapport à cette location, alors que du côté du dirigeant, on va avoir une perception des loyers, donc un coût au niveau impôt sur le revenu et prélèvements sociaux, puisque, je rappelle, on est à l'impôt sur le revenu via cette société civile. À la cession, on aura une plus-value éventuelle, je dis bien éventuelle, si on vend au même prix, il n'y aura pas de plus-value, mais si on a une, il y aura un abattement pour durée de détention, le même que sur l'immobilier des particuliers, tout à fait classique. Donc, on fera l'analyse des flux. Donc, sur la partie taxation, on sera taxé au régime des revenus fonciers. Revenus fonciers imposés, bien sûr, à la tranche marginale d'imposition et aux prélèvements sociaux. Les frais d'acquisition, eux, ne seront pas déductibles et on pourra déduire uniquement certains travaux, c'est-à-dire les travaux qui sont en général, qui touchent aux grosses œuvres et non pas les travaux d'entretien. Si on tire l'impact fiscal déjà pour la société, c'est facile, en rythme de croisière, puisque le loyer, il est fixe de 40 000 euros, donc on va diminuer le résultat de 40 000 euros, donc 25% d'impôt de société, un impact fiscal de 10 000 euros. Pour le dirigeant, j'ai mes 40 000 euros également de loyer, les intérêts d'emprunt, les mêmes que tout à l'heure, dégressifs bien sûr, un résultat fiscal qui va de 34 à 39 000 euros et donc un impact sur l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux qui va aller de 16 000 à 18 700 euros.
impact fiscal que je vais remettre dans mon tableau de trésorerie. Tableau de trésorerie où j'ai les loyers d'un côté, la fiscalité de l'autre, et bien sûr le remboursement à la banque de l'emprunt, des échéances bancaires, ce qui nous génère un solde de trésorerie négatif, évidemment. C'est une opération qui va coûter 33 000 euros, entre 33 et 35 000 euros aux dirigeants. Et donc, en cumulé, je suis sur 343 412 euros de coût de trésorerie. Sur la trésorerie de cette trésorerie, je précise trésorerie négative, hein, évidemment. Lorsqu'on a de la trésorerie au niveau de la société, on peut soit distribuer, quand on aura la trésorerie, c'est-à-dire après 10 ans, on aura la possibilité soit de distribuer des réserves, distribuer le résultat de l'année, ou rembourser le compte courant. Puisque là, comme on peut voir cette trésorerie, il va bien falloir que le dirigeant amène l'eau au moulin et donc fasse un apport en compte courant. Donc, en premier lieu, il y aura un remboursement de compte courant et il n'y a pas de fiscalité. Pour le reste, du fait qu'on est à l'impôt de société, à l'impôt sur le revenu, évidemment, il n'y a pas de fiscalité non plus, mais on verra la différence tout à l'heure avec la société à l'impôt sur le revenu, sur le société. Je vais y arriver. À la sortie, on est sur la plus-value des particuliers et donc la plus-value sera la différence entre le prix de vente et le prix d'acquisition, moins les frais d'acquisition et éventuellement majorer des travaux éventuels ou un forfait. Et cette plus-value sera taxée à 19% et 17,2% de prélèvements sociaux après des abattements pour durée de détention. Là, dans l'exemple, c'est simple, puisque comme on n'a pas pris en compte de plus-value réelle, il n'y a donc évidemment pas d'abattement pour durée de détention et donc pas d'imposition non plus, puisqu'il n'y a pas de plus-value. Le cash est donc cash encaissé de 500 000 euros. Pour la société, le coût est donc de 300 000 euros, comme on l'a vu tout à l'heure. Pour le coût direct pour le dirigeant, ce qu'il va devoir apporter en compte courant à la SCI, 343 000 euros, pour un cash encaissé de 500 000 euros. Si on fait le bilan sur 20 ans, on aura évidemment le double de coûts au niveau de la société, puisqu'on a 10 années de plus, 600 000 euros. Par contre, le coût pour le dirigeant, c'est le même, puisqu'on a un financement qui est que sur 10 ans. Et ensuite, on a un gain, puisqu'on va avoir un revenu qui va pouvoir être appréhendé, étant donné que le prêt est terminé. Donc, un revenu qui pourra être appréhendé à un niveau de 211 000 euros. Et le cash, toujours pareil, 500 000 euros. Comme on a vu tout à l'heure, le dirigeant va devoir faire un apport en compte courant, donc va devoir consacrer une partie de ses revenus au financement de la trésorerie négative de la société à l'IR. Et donc, de ce fait-là, si on considère que la société opérationnelle va, on va dire, générer un revenu complémentaire pour que son dirigeant puisse faire cet apport en compte courant, il faut prendre en considération le coût de fabrication de cette capacité d'épargne. D'accord ? Et le coût de fabrication, c'est ni plus ni moins que les frottements fiscaux et sociaux, c'est-à-dire qu'on va avoir un revenu complémentaire aux dirigeants. Donc, le revenu sera fonction de son statut. Les charges en fonction de son statut. Hein, s'il est TNS ou salarié, ça va générer des charges complémentaires. Ça sera également fonction du mode de rémunération et du montant de la rémunération en fonction des tranches. Évidemment, ça pourra diminuer, augmenter fortement en fonction de l'endroit où on se situe. On a pris un coefficient de 1,55, je m'explique. Pour 1 000 euros dépensés net d'impôts par le dirigeant, d'accord, ça aura coûté à l'entreprise 1 550 euros. Alors, comment on trouve ce calcul? 1 000 euros net, si mon dirigeant, dans l'exemple que j'ai pris, est à 41% de tranche marginale d'imposition, pour ce calcul-là, parce qu'on va augmenter, comme vous avez vu tout à l'heure, il était à 30%, mais comme là, on va générer il était à limite de tranche, et comme là, on va générer
une rémunération complémentaire, elle sera donc sur la tranche supérieure à 41%. Donc, ça veut dire un revenu de 1 585 euros brut d'impôt, sur lequel je vais devoir payer en tranche 2 en TNS 30,5% de charge, donc 485 euros. Ce qui fait, voilà, ce qui fait 2070 euros de dépenses globales, sur lequel je vais avoir un gain d'IS de 517 euros, 270 moins 577, on est sur 1500 euros, donc coût de l'entreprise pour générer 1000 euros complémentaires aux dirigeants. Donc, le coefficient qui sera pris en considération, c'est 1,55. Et donc, pour qu'on puisse générer sur 10 ans 343 000 euros de dépenses, d'investissement du dirigeant en compte courant dans la SCI, il faudra donc générer un revenu complémentaire qui va coûter à l'entreprise 532 288 euros. Si je reprends les chiffres qu'on a vus tout à l'heure, et là, en reprenant un coût réel pour l'entreprise et non plus pour le dirigeant, je vais avoir le coût de mon loyer net d'impôt de 300 000 euros, un coût indirect pour l'entreprise, c'est-à-dire la rémunération supplémentaire de mon dirigeant, 532 000, pour un cash encaissé de 500 000 euros. Et si je retire ça également sur 20 ans, je vais avoir le même calcul que tout à l'heure, avec le même coût indirect pour la société, c'est-à-dire 532 000, auquel j'ajoute le revenu que j'aurai pendant 10 ans, revenu net d'impôt également. Dernière solution en prenant donc la société civile, mais cette fois-ci à l'impôt de société. On a opté pour le passage à l'impôt de société. On aura un gain fiscal par le biais des amortissements cette fois-ci, de même que lorsque la société est propriétaire du bâtiment. On aura l'amortissement sur les constructions, également la déduction ou amortissement des frais d'acquisition, et y compris les amortissements des travaux. Comment ça se passe au niveau du schéma? Comme tout à l'heure, mais avec des petites différences, pendant la durée des tensions, l'entreprise paye un loyer et bien sûr, elle le diminuera de son résultat. Le dirigeant, enfin la société IS va percevoir des loyers et déduira les amortissements. Il y aura donc un impact IS et il y aura bien sûr un impact IS également sur la plus-value professionnelle au moment de la cession. Une fois que le bien est cédé, le dirigeant aura la perception du prix net de toute charge et tout impôt. Pour la société d'exploitation, pas de changement, même tableau que tout à l'heure, d'accord. Et concernant la société civile, on va avoir cette fois-ci, en plus des intérêts d'emprunt, l'amortissement, puisque la société étant l'IS, elle va amortir également le bien, donc 13 300 euros. On va voir notre résultat, notre impact fiscal qui va se retrouver ici, négatif puis positif. L'impact fiscal via l'IS, c'est-à-dire l'impôt de société via l'IS au taux de 15%, puisque on est en dessous de 38 120 euros de résultat. Donc, impact IS que je retrouve au niveau de ma trésorerie de la société, 40 000 euros de loyer, l'impôt de société gagné, les échéances annuelles, le remboursement du prêt, donc une trésorerie qui va de moins 16 000 à moins 20 000, ce qui fait qu'au total, sur la durée, sur les 10 ans de prêt, la trésorerie cumulée sera de 197 000 euros à quelques euros près. À la vente de l'immeuble, je vais avoir également la fiscalité de la plus-value professionnelle, donc la même que tout à l'heure, de toute façon. Et là, cette fois-ci, au-delà donc au-delà ou même pendant, je dirais, à partir du moment où il y a de la trésorerie au niveau de cette société à l'IS, contrairement à tout à l'heure où il n'y avait pas de fiscalité,
sur la distribution, puisque de toute façon, la fiscalité était à l'IR et donc a été transparente. Hein. Là, ici, on aura une fiscalité par rapport à ce qui sera prélevé. Si on prélève sur le compte courant, c'est-à-dire on rembourse le compte courant du fait qu'on a un compte courant qui est négatif ici pendant quelques années, si on prélève sur le compte courant, évidemment, il n'y aura aucune fiscalité puisque ça a déjà été fiscalisé. Et si on prélève des distributions, qu'on soit sur le résultat de l'année ou sur les réserves, on aura évidemment, pour l'instant, les dividendes qui seront taxés à la flat tax. Donc la cession, même schéma que tout à l'heure au niveau de la société d'exploitation, j'ai 500 000 € de cession, je vais avoir ma valeur nette comptable de 366 000 après les amortissements, donc je paye de la plus-value professionnelle à l'IS sur mon amortissement. Le prix net de cession est de 466 000. Là, cette fois-ci, je vais d'abord rembourser mon compte courant de 196 000 sur lequel je n'aurai rien d'autre à payer puisque c'est du compte courant et j'aurai de la flat tax à payer sur la distribution complémentaire pour aller jusqu'aux 466 000. Donc, mes 196 de remboursement et puis la distribution moins la flat tax, c'est-à-dire que j'encaisse cette fois-ci un cash de 385 765 €. Le bilan de l'opération sur 10 ans, donc pareil au niveau du coût de la société, 300 000 €. Le coût direct pour le dirigeant, 196 000 € d'apport en compte courant et le cash encaissé de 385 000. Si on tire le bilan sur 20 ans, je vais avoir bien sûr le double de loyer, je vais avoir le même décaissement pour le dirigeant et par contre, je vais avoir un revenu encaissé pendant 10 ans de 36 000 € par an, c'est-à-dire 360 000 € sur la durée. Et un cash encaissé de 303 000, puisque, encore une fois, l'amortissement étant plus important, j'aurai plus d'impôts à payer. Si on reprend notre calcul de tout à l'heure, c'est-à-dire avec un coefficient de majoration pour remettre, non pas en coût du dirigeant, mais en coût indirect pour l'entreprise, le coût du revenu complémentaire, donc je vais avoir 305 000 au lieu de 196 000 au coût de dirigeant, donc 305 000 de coût indirect au niveau de l'entreprise, auquel j'ajoute le loyer bien sûr, pour un cash encaissé de 385 000. Et pareil, si j'étale sur 20 ans, eh bien, j'augmente évidemment le coût direct pour l'entreprise et j'ai mon cash qui est également diminué comme tout à l'heure. Si on fait le bilan à 10 ans des 3 possibilités, première possibilité, si on se souvient bien, donc détention par la société opérationnelle, j'avais un coût de 517 000 et au final, j'encaissais 326 000. J'ai donc un solde, un coût réel de l'opération entre ce que l'entreprise dépense et ce que le dirigeant encaisse, un coût réel de 190 700 €. Si je reprends la deuxième solution, c'est-à-dire l'impôt, la société à l'IR, ou tout simplement sans société, un dirigeant à l'IR, un coût pour l'entreprise de 300 000 €, un coût indirect pour l'entreprise. Encore une fois, je répète, hein, le revenu complémentaire pour payer le delta entre les remboursements et puis les loyers et les charges, 532 000 pour un cash encaissé de 500 000 €. Donc, une dépense globale de 332 000 €. Troisième solution, la société civile à l'IS, où j'ai la même chose pour la société, un coût moindre évidemment pour la société, coût indirect pour la société puisque je fabrique moins de revenus, puisque j'ai moins d'apports en compte courant, puisque l'opération coûte moins cher du fait de l'amortissement et ainsi de suite, et puis de l'impôt sur les sociétés. 305 000, un cash encaissé, évidemment moindre, puisqu'on a une plus-value professionnelle, mais globalement, on a un coût d'opération qui est plus faible que la société civile, mais plus important que dans la société opérationnelle, 219 000. Après, tout va
le choix va dépendre aussi, là on est sur une comparaison économique, mais il faut voir aussi, est-ce qu'on a intérêt d'avoir des murs dans une entreprise? Est-ce que ça ne sera pas pénalisant pour la suite? Est-ce qu'on a intérêt à créer une société à côté? Je vais avoir ces mêmes chiffres si on a une autre opération, et je m'explique, si par exemple on a une plus-value réelle, si l'immeuble a pris une valeur différente, évidemment dans ce cas-là, on va avoir des chiffres différents. On va avoir également des chiffres différents si le dirigeant n'est pas sur une même tranche d'imposition ou si on n'est pas sur une même tranche d'imposition de la société. Bref, il faut effectivement à chaque fois prendre des véritables chiffres pour tirer des conclusions. Là, évidemment, l'idée, c'était de vous donner un éclairage et vous montrer la manière notre manière du moins d'évaluer économiquement le coût d'une opération, pas seulement en regardant les dépenses d'un côté et de l'autre, en retranscrivant également ça en données économiques pour l'entreprise, c'est-à-dire le coût de fabrication de cet effort d'épargne par le dirigeant, parce que c'est important, puisque toute la richesse vient de l'entreprise. Il faut partir de l'entreprise pour voir où est le coût et voir également pour le dirigeant où est le gain. Donc voilà, le schéma permet de bien voir ça. Alors, on vous l'avait également sur 20 ans, où on a les mêmes chiffres, hein, enfin les mêmes chiffres, tirés bien sûr sur 20 ans, mais à peu près proportionnellement la même chose, c'est-à-dire un gagnant qui est pour cet exemple, la société propriétaire des murs, le deuxième qui est la société à l'IS, et le troisième, la société à l'IR. Encore une fois, on n'a pas pu, pour des raisons de temps, hein, et vous pouvez voir qu'on respecte le timing, pour des raisons de temps, on n'a pas pu parler du démembrement, mais si ça vous intéresse, je suis d'accord pour qu'on refasse une autre, session sur uniquement l'immobilier détenu en démembrement, puisque ça peut avoir un intérêt également, même si ça devient de plus en plus compliqué. Je vous remets la petite équipe d'Agora Conseil et notre immeuble sur Saint-Martin, Boulogne. Voilà vos questions. Je suis à vous. Je vais me remettre sur voilà, comme ça, je peux avoir les questions en direct. Alors, quelqu'un n'avait pas de son. D'accord. OK. Alors, je ne sais pas, je suis à vous, hein, s'il y a des questions sur le domaine, ou tout simplement si vous souhaitez avoir une session complémentaire sur le démembrement. Oui, donc HP est intéressé par la partie démembrement. On pourra refaire ça, alors pas tout de suite, parce que c'est un peu de travail également de recherche à ce niveau-là, puisqu'il faudra tenir compte des dernières jurisprudences et ainsi de suite. Il y en a une dernièrement d'ailleurs assez folle. Mais d'ici quelques semaines, on va dire, quelques semaines ou mois, on verra bien, on pourra compléter ça. Voilà, en tous les cas, si c'était complet, c'est parfait. Si tout va bien, je suis très content et je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt.